Mais moi, ce que j'avais envie de raconter, c'était déjà la fabrique des jeunes filles. Quand une femme tape du poing sur la table ou se révolte, on dit qu'elle est folle, qu'elle a un problème psychologique, qu'elle est ménopausée, qu'elle est suicidaire. Pendant des mois, voire des années, j'ai croulé sous les menaces de viol, de vivre sous protection policière. Et c'était évidemment pas un jeu, un clash, un vif échange d'arguments. Et que c'est pas une déviance de la société, en fait, la haine des femmes, que c'est constitutif de notre société, c'est ce qui la traverse. Or, on va pas mobiliser une cour d'assises pour Toto 69 qui traite de grosses 10 fois par jour. Et de faire du compost, en fait, avec tous ces déchets qui m'avaient été jetés dessus, j'ai décidé de les valoriser sous une nouvelle forme. Et cette forme, c'est un documentaire, un livre, des différentes conférences aussi. Bonjour, c'est Estelle, et vous écoutez Européenne, le podcast qui vous parle de femmes d'Europe. Aujourd'hui, je vous invite dans ma conversation avec Myriam Leroy, autrice, journaliste et réalisatrice belge que j'ai rencontrée lors du festival Les Créatives à Genève. Bonne écoute. Bonjour Myriam Leroy. Bonjour. Merci de m'avoir accordé cette interview. Nous sommes ici dans le cadre du festival Les Créatives de Genève, dans le cadre aussi de la projection de ton documentaire co-réalisé avec Florence Henault qui s'intitule #salepute. Ce documentaire d'1 heure va traiter du cyberharcèlement et de la dimension misogyne et sexiste que ce phénomène prend. Donc on va passer maintenant à votre présentation, puisque Myriam Leroy, vous êtes née le 5 février 1982 à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Du moins, vous grandissez dans la province belge du Brabant wallon, province que vous dépeignez comme un vaste Wisteria Lane qui abrite notaires et dentistes. En d'autres termes, vous passez une enfance assez solitaire, ennuyeuse. Puis c'est à l'image de votre personnage de roman Ariane que vous commencez à vous sentir importante, puissante à l'adolescence. Dotée d'un corps de femme, éduquée aux clips MTV, des téléfilms d'amour et des magazines People, vous êtes heureuse d'avoir une importance aux yeux de la société, et surtout aux yeux de certains hommes plus âgés que vous, qui la composent dans sa globalité si on en croit la couverture médiatique des années 90. Mais votre vraie passion, c'est la lecture, l'écriture, et vous accomplissez alors des études de journalisme à Louvain-la-Neuve. Vous rejoignez ensuite les rangs des pigistes, puisque ce sont vos premières expériences professionnelles, et notamment ce sont vos chroniques Myriam Leroy n'aime pas sur Pure FM qui vous rend célèbre, ou vous donne au moins une notoriété. De cette notoriété, vous pouvez ensuite prétendre à d'autres postes, et notamment à Canal+. Alors avec une rubrique de 2 minutes par semaine, vous tentez tout de même d'avoir un certain aura par le biais de l'humour. Mais c'est la rubrique ou du moins où vous parlez de Dieudonné qui vous rend tristement célèbre, surtout auprès de ses plus grands fans, qui vont dès lors s'engager dans un cyberharcèlement scandaleux et violent. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On est en 2013 et quand on est une femme qui ouvre sa gueule, c'est un peu le prix à payer. Le cyberharcèlement se poursuit, vous pourrit la vie, la santé au passage. Et en fait, c'est en 2017 que, en bonne citoyenne belge, vous décidez enfin de pousser la porte d'un commissariat pour enfin être entendue et défendue. Mais alors là, spoiler alerte, la justice est lente, c'est une épreuve fastidieuse, éprouvante, longue, puisque force est de constater que les harceleurs, blogueurs, journalistes, professeurs d'université et tous les hommes qui se liguent entre eux se serrent les couilles, comme vous dites, et crient à la décapitation de la liberté d'expression, qui se traduit selon eux en insultes, en montage totalement dégradant, et dernièrement en capote déposée dans votre boîte aux lettres. Eh oui. Voilà. Donc, étonnante liberté d'expression, ma foi. C'est donc en 2019 que vous prenez aussi la plume pour votre deuxième roman, Les Yeux Rouges, qui offre au lecteur une expérience immersive, qui n'en est pas moins complète, pour comprendre les mécanismes cyniques par lesquels le harcèlement passe et dépossède sa victime. Puis, en 2021, vous passez un cran au-dessus et vous réalisez enfin un documentaire, excellent d'ailleurs, avec Florence Henault, qui s'intitule, comme je l'ai dit en introduction, Salepute, et qui consiste à mettre en lumière les mécanismes misogynes et sexistes du cyberharcèlement par le biais de témoignages de personnes cyberharcelées, notamment des femmes, et d'expertise. Votre dernier roman, Le mystère de la femme sans tête, prend pour décor la Belgique occupée des années 40, où les médias et les discours dégueulent de la haine et des insultes. Et on va arriver à ma première question, c'est une introduction très longue, mais qui était très nécessaire. Finalement, pensez-vous qu'Internet est un lieu plus propice qu'un autre à la haine ? C'est marrant parce que le livre Le mystère de la femme sans tête, pour ce bouquin, je me suis immergée dans la presse collaborationniste des années de la Seconde Guerre mondiale et aussi dans la presse, clandestine. Mais la haine, et notamment la haine des femmes,
pas que des femmes bien sûr, mais la haine des femmes s'y exprimait déjà dans des mots extrêmement crus et avec une abondance qui ferait pas lire d'envie tous les plus formes les plus dégueulasses d'aujourd'hui, quoi. Alors c'est pas toujours les mêmes groupes sociaux qui sont stigmatisés, mais c'est toujours les mêmes théories du complot qui reviennent, et c'est toujours les mêmes les phrases de la haine se renouvellent assez peu. Donc alors clairement internet a probablement démultiplié la capacité de nuisance de ces gens, notamment par les possibilités de pseudonymat. Mais Internet n'a certainement pas inventé la haine et certainement pas inventé la haine à grande échelle non plus. Et ça, pour moi, c'était une découverte en écrivant ce livre sur la Belgique occupée. Je pense qu'il est très intéressant justement de rappeler que la haine est en fait quelque chose de cyclique et qu'on a l'impression en ce moment de retourner dans une époque qui pourrait s'apparenter aux années 40. Alors c'est triste et ça fait peur de le dire. Vous avez fait une enquête très intéressante, en fait, aussi dans un contexte très intéressant, puisque c'est au cimetière d'Ixelles que vous tombez sur la tombe de Marina Shafrov, qui est l'héroïne du roman. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre ? Mais c'était pendant le deuxième confinement, un mois de décembre à Bruxelles, particulièrement sombre et poisseux et froid, enfin comme la plupart des saisons à Bruxelles finalement. Et j'avais donné rendez-vous à une copine dans un cimetière situé entre chez elle et chez moi, parce qu'en fait on avait envie de parler sans masque. Et à l'époque, la police verbalisait tous ceux qui se baladaient sans masque dans la rue à Bruxelles, et on pouvait pas se voir les unes chez les autres, les uns chez les autres, c'était interdit. Et donc j'ai nargué cet obstacle en l'invitant au cimetière. Et en se promenant, on est tombé sur le reposoir des martyrs de la Seconde Guerre mondiale, qui est une sorte de cercle avec des tombes toutes pareilles. Et on a entrepris de faire le tour des prénoms. Il y avait que des mecs. Et parmi cet océan d'hommes, il y avait une femme, Marina, et tous les hommes avaient été fusillés. Et elle avait été décapitée. C'était ce qui était écrit sous son nom. Et ça nous a un petit peu glacés, surtout que l'actualité a charrié énormément de représentations d'images mentales de décapitation, puisqu'un professeur d'histoire géo avait eu la tête tranchée en France quelques semaines auparavant. Donc c'était un mot très contemporain, très brutal évidemment, très choquant, mais qui pour moi était relatif à aujourd'hui, à une forme de terrorisme islamiste, le djihad, mais pas à la guerre 40-45, et certainement pas un mot enfin, il y avait quelque chose d'illogique de le voir accolé à un prénom féminin. Et c'est comme ça donc que j'ai fait la rencontre de cette fameuse Marina Shafrov, que tout le monde, ou à peu près, avait oublié, à part ses enfants, qui étaient encore vivants au moment où j'ai commencé à faire une enquête sur elle. Son fils cadet est toujours vivant, mais l'aîné est mort entre-temps. Et c'est une femme qui aurait dû marquer l'histoire, c'est une femme dont le prénom aurait dû rester, le nom aurait dû rester, puisque c'est la première femme de Belgique à avoir été mise à mort de cette manière-là. C'est la première à avoir commis un attentat sanglant en plein jour, en pleine rue, contre un fonctionnaire d'occupation. Et elle avait son destin est éminemment romanesque, mais pour toute une série de raisons, notamment parce que c'était une femme, elle a été jetée aux oubliettes. Oui, et puis justement cette façon alors de raconter l'histoire que vous prenez de manière romanesque vous a permis en fait d'aller un petit peu aux confins de l'âme de Marina. Ouais. Vous dites que vous avez habité aux mêmes endroits, que vous avez des choses très communes avec elle. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques petites similitudes que vous avez pu ressentir En fait, c'est très bizarre parce que quand j'ai découvert son histoire dont je ne connaissais rien, je me suis rendu compte que c'est bizarre que je connaisse rien de son histoire, puisque on avait habité pratiquement au même endroit. Elle avait loué une chambre de bonne juste à côté de là où je faisais le montage du documentaire Sale pute, mais vraiment à 1 minute. Juste là, j'achetais ma bouteille d'eau tous les matins au rez-de-chaussée de son immeuble. J'ai découvert qu'elle avait habité dans un petit village du Brabant wallon où moi j'ai passé, personne ne connaît ce village, c'est vraiment un hameau, et moi j'y ai passé une partie de mon adolescence parce que j'ai vécu mon premier grand amour habitait là, et qui était d'origine russe en plus, donc et je me suis aussi aperçue que la meilleure amie de ma sœur était l'arrière-petite-nièce de Marina Shafrov. Enfin, tout était... Alors la Belgique, c'est vraiment un tout petit territoire, il y a un certain entre-soi, les gens se connaissent, beaucoup de gens se connaissent, mais là, on n'était plus sur un timbre-poste, on était vraiment sur un confetti, quoi. Toute ma géographie se superposait à la sienne, et donc quelque part, ça m'a convaincue que peut-être elle m'avait désignée pour écrire son destin. Et c'est beau parce que justement vous faites ressortir un destin de femme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Justement, vous parlez du terme décapité, accolé au nom d'une femme, c'est peu commun. Et d'ailleurs, il me semble que dans une interview, vous dites que le fils de Marina Shafrov refuse de croire à l'histoire selon laquelle sa mère aurait poignardé un Allemand.
Oui, lui, il pense que c'est son père qui a poignardé un Allemand et que sa mère, qui était une femme bonne, pieuse, dévouée à sa famille mais aussi aux autres, s'est simplement, entre mille guillemets, sacrifiée pour que l'occupant n'exécute pas ses représailles envers des otages, puisque les Allemands avaient promis de fusiller 60 otages si le coupable ne se rendait pas. Et pour lui, c'est ça enfin voilà, ça ressemble à son père, parce que lui, son père, il l'a connu plus longtemps, puisque son père est mort assez âgé. Et donc, pour lui, ça cadre beaucoup mieux avec la personnalité de son père. Mais je raconte ça aussi dans le livre. Moi, je défends une autre version. Moi, je pense que c'est elle qui a commis les attentats, notamment parce que j'ai certains documents qui attestent d'une domiciliation une semaine avant les faits, qui prouverait, selon moi, qu'il y a eu préméditation. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont dans son sens à lui, ne fût-ce que le fait que le premier Allemand avait une plaie de 18 cm de profondeur, causée par un couteau. Comment une petite femme d'1,56 m qui pesait 40 kg toute mouillée a pu traverser avec une lame un manteau, des vêtements, de la peau, des muscles, jusqu'à faire une plaie de 18 cm de profondeur. C'est peut-être la dimension la plus étrange de cette histoire. Eh bien, peut-être parce que les femmes profondément en colère arrivent à faire des plaies de 18 cm de profondeur. J'allais dire, en fait, alors son fils, c'est normal, c'était aussi sa maman. Ouais. C'était une mère, mais est-ce qu'une mère peut ressentir, voilà, ces excès de violence? Est-ce qu'on lui autorise, en fait, à être en colère? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, non, évidemment, moi je pense que nos colères ne sont pas du tout autorisées, et pas uniquement nos colères, je veux dire nos révoltes, nos indignations, et aujourd'hui, comme à l'époque de Marina Shafrof, quand une femme tape du poing sur la table ou se révolte, on dit qu'elle est folle, qu'elle a un problème psychologique, qu'elle est ménopausée, qu'elle est suicidaire. Et c'est ce que même le camp idéologique de Marina Shafrof a prétendu, au lieu de se solidariser avec son acte, au lieu de le revendiquer, parce qu'il y avait du marketing à faire pour les communistes autour d'une femme russe qui va poignarder un nazi dans les rues de Bruxelles. Mais eux, ils l'ont pas fait. Eux, ils ont dit non, mais c'était pas le moment, il fallait pas faire ça comme ça. Elle devait être dingue, c'était peut-être un crime passionnel. C'était une manière de se suicider, voilà. Ouais. Et ben ça va pas changer du tout, hein. Franchement, il suffit de voir les femmes politiques, enfin, voir comment, je sais pas, moi, ne fût-ce que Sandrine Rousseau, par exemple, pour ne parler que d'elle, est traitée dès qu'elle énonce quelque chose qui relève la plupart du temps du pur bon sens, mais simplement de la protestation, on la fait passer pour une frappadingue, et donc ça disqualifie tout ce qu'elle pourrait faire. Vous avez aussi eu cette sensation, alors c'est très contemporain du coup les sujets, même si c'est un bouquin voilà qui ressasse les années 40, il y a beaucoup de sujets très contemporains. Ouais. Vous parlez justement voilà de cette façon dont les femmes sont traitées médiatiquement. Vous avez ressenti ça aussi, il me semble, après l'affaire Dieudonné, la fameuse, et le traitement médiatique, vous dites, a été plus difficile en fait que la pauvre vidéo que le monsieur a fait par la suite. Oui, bah ça c'est quelque part de bonne guerre. Enfin, je faisais un billet très piquant, pour ne pas dire très virulent à son égard. Même si évidemment il mobilise une communauté autrement plus nombreuse et autrement plus violente que la mienne, quelque part je m'y attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la presque unanimité de la presse belge, parce qu'en fait ça intéressait surtout la belge. La française, elle l'a plutôt traité en mode people, mais pas trop en mode arrosé, elle a voulu faire la maligne. Mais je suis retombée l'autre jour. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver ce message, parce que je pense qu'il exprime bien l'incompréhension totale des enjeux et l'incroyable sexisme qui infuse les médias belges, francophones et internationaux en général. Alors, c'est un petit billet dans un magazine économique, enfin un journal économique, qui s'appelait Myriam Leroy versus Dieudo. Déjà ce petit sobriquet. Déjà un petit surnom, ouais. La polémique au ras des pâquerettes. C'est de manière frontale que Myriam Leroy s'est attaquée à Dieudonné dans sa chronique sur Canal+. Sans surprise, elle a récolté une horde de fans en furie. Bon, petit commentaire, brève incise, c'était pas que des fans, hein. Je veux dire, c'est tous les gens qui avaient envie et tous les hommes, puisqu'en fait il y avait 99,999% d'hommes qui se sont excités, tous les hommes qui avaient envie de se faire une petite meuf, hein. C'était juste ça. D'accord. Et l'article dit: écrire ou pas sur le clash entre Myriam Leroy et Dieudonné. Clash. C'est la raison que je me pose depuis ce matin face à l'avalanche de tweets, parce qu'en écrivant sur le sujet, j'entre dans le jeu de ceux qui cherchent à faire parler d'eux. Pour Dieudonné, toute polémique est bonne à prendre. Quant à la chroniqueuse, elle ne pouvait ignorer qu'en s'attaquant à l'humoriste, elle ouvrait tout grand les hostilités avec un si délicat: ton avis sur la Shoah, sur la démocratie, les médias et le complot judéo-maçonnique mondial, je te propose de le rouler en petite boule bien serrée, de l'humecter légèrement et de te l'insérer dans le rectum d'où il n'aurait jamais dû sortir.
Point. Elle a semé le vent et récolté la tempête. Il fallait s'y attendre, diront certains. C'est ce qu'elle cherchait, diront d'autres. Personnellement, je m'abstiendrai de commentaires vis-à-vis d'une ex-collègue. Ah bon. C'est pas tellement l'image alors, que attendez, tu donnes. Et voilà, et ça continue comme ça. D'accord. Donc voilà. Donc ça a été traité sous l'angle de l'arroseuse arrosée, et c'est une polémique, c'est un clash, alors que pendant des mois, voire des années, j'ai croulé sous les menaces de viol très très explicites, j'ai dû vivre sous protection policière, et c'était évidemment pas un jeu, un clash, un vif échange d'arguments. C'était une chronique sur un sujet qui personnellement me révoltait, et un retour de bâton disproportionné. Bien sûr. Parce que j'étais une femme, puisque Nicolas Bedos, une semaine ou deux après, a fait le même billet, le même angle, sur une chaîne de vachement plus grande écoute, et il a eu quelques centaines, effectivement, d'insultes, mais c'était jamais des menaces de viol. Et ça s'est arrêté très très vite. Oui, justement, pour que les auditeuristes comprennent un petit peu, il y a un vrai parallèle à faire, et vous l'avez fait notamment avec Lorraine Bastide dans La Poudre, entre la culture du viol et le cyberharcèlement. Ouais. Vous avez aussi dans votre documentaire ressassé beaucoup de commentaires, de messages, etc. Et dans les insultes qui ressortent, les menaces qui ressortent, il y a le viol qui est souvent utilisé. Le viol punitif, le viol correctif, en fait. Hein. Et pourquoi, en fait, est-ce que vous arrivez à identifier pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait, est-ce que c'est pour asseoir une puissance? Est-ce que c'est humiliant? Bien sûr, parce que c'est la manière de déshumaniser les femmes depuis la nuit des temps, c'est en les violant et en les menaçant de les violer. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, de voir que c'est surtout des menaces de viol qu'on reçoit. Enfin, on reçoit aussi des insultes qui nous réduisent à nos orifices, mais plus de menaces de viol que de menaces de mort, par exemple. C'est que ça tourne le coup à cette idée que le viol serait affaire de pulsion. Puisque c'est pas par pulsion qu'en fait ces hommes nous disent sale pute pour te punir, on va te violer par tous les trous, on va te déglinguer. C'est pas une histoire de pulsion, c'est une histoire d'autorisation déjà très clairement, et c'est une histoire de domination. Point. Oui, c'est assez révélateur, et je pense que voilà le film, enfin votre documentaire en tout cas est très bien fait sur ce sujet. Il y a beaucoup d'experts aussi qui parlent, et il y a notamment un sociologue, Monsieur Maes, qui explique en fait que le profil du cyberharceleur n'est pas celui qu'on pourrait s'imaginer, ou dans lequel l'imaginaire collectif se concentre, et qui consiste au puceau prépubère derrière son ordi. Mais en fait, il explique que c'est souvent des personnes de la classe moyenne haute, et je pense que les jeunes femmes, justement, qui prennent de la place sur Internet, etc., peuvent avoir peur de ça, parce que votre voisin, potentiellement un ami de la famille, ou je sais pas, que sais-je encore, peut être un cyberharceleur. Ouais. Et alors ça, il y a aussi l'experte allemande Annalena von Onderberg qui dit aussi que les gens qui sont poursuivis et condamnés en Allemagne, c'est plutôt des hommes plutôt âgés et plutôt des classes moyennes et supérieures, parce qu'on n'a pas de profilage très fin. Hein. Il faut que les victimes aient déposé plainte, qu'un parquet soit intéressé à ces plaintes. Donc on ne connaît pas avec précision le profil de ces hommes, mais ce sont des hommes. Ça, c'est une certitude qu'on a, ce sont des hommes. Dénominateur commun. Oui, c'est ça. Et là, on a des chiffres dans les différents pays, de la police judiciaire notamment, en Belgique, c'est 85% des hommes qui sont poursuivis et condamnés pour des faits de harcèlement via des moyens numériques. Et oui, en effet, c'est tout à fait contre-intuitif, et c'est tellement contre-intuitif puisqu'on nous dit toujours que le harceleur, c'est le monstre, c'est l'autre, c'est le marginal, c'est le petit jeune qui a rien d'autre à faire de sa journée, qui joue aux jeux vidéo, et enfin... C'est très facile, hein, ça permet de mettre sa crasse sous le tapis et de pas l'examiner, et que de se dire ah ben non, c'est mon père, c'est mon voisin. Et d'ailleurs Manonolita, qui est une streameuse qui apparaît dans notre documentaire, elle a subi, hélas, après la diffusion du film, des raids de harcèlement particulièrement violents, et elle a déposé plainte plusieurs fois. Il y a même eu un hashtag qui a circulé, Protect Manonolita, parce qu'elle avait déposé plainte et qu'il se passait rien, alors que le gars disait sur son Discord, je sais où t'habites, voici ton adresse, je t'attends en bas de chez toi pour te violer, etc. Et la police, elle a demandé à la police s'il y avait eu des suites, à ces plaintes, est-ce qu'on avait identifié quelqu'un, et la police a dit oui, alors on a identifié quelqu'un, puis on l'a interrogé, mais comme en fait c'était un père de famille, on l'a classé sans suite parce que ça pouvait pas être lui. Donc encore dans l'imaginaire collectif, si c'est un père de famille,
famille, ça ne peut pas être un prédateur. Ce qui est typiquement en fait, clairement le propos du dernier livre de Rose Lamy, En bon père de famille, qui montre comment cette expression galvaudée est un immense cache-sexe de la violence masculine. Tout à fait. Qui est institutionnalisé, d'ailleurs, puisque ça apparaît dans la loi, en France en tout cas, en Belgique aussi, ouais. Donc, le bon père de famille ne peut pas être autre chose qu'un bon père de famille. Or, moi, les 2 types avec qui je suis en procès, là, c'est des pères de famille, hein. Et c'est pas des marginaux, ils sont très très bien insérés dans la société, ils ont des bons travaux, ils ont des bons boulots. Enfin voilà, c'est pas des marginaux. Ça, c'est important de le savoir, que c'est pas des monstres, et que c'est pas une déviance de la société, en fait, la haine des femmes, que c'est constitutif de notre société, c'est ce qui la traverse. Pour être honnête, ça peut faire peur, en fait, hein. Prendre la parole, etc., se lancer, on a, voilà, toutes ce brouillard au-dessus de nous du cyberharcèlement. Ouais. On entend des victimes, on entend des experts, mais tant qu'on l'a pas vécu, je pense que c'est très viscéral, en fait. Votre livre, par exemple, alors je l'ai lu, moi il m'a retourné. Les yeux rouges. Ouais, les yeux rouges. Je vous ai envoyé un mail avec toutes les émotions par lesquelles j'étais passée, et c'est très représentatif, je pense. J'invite toutes les femmes et même les hommes d'ailleurs à le lire pour ressentir, en fait. Comment vous avez justement vécu tous ces passages? Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti différentes émotions à différents moments? Comment ça s'est traduit, ce continuum de... En fait, je dois bien vous avouer que c'est un peu le bruit de fond de ma vie depuis plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, heureusement, je dis pas que ça m'atteint pas, c'est pas vrai, mais j'ai accepté que ce serait une dimension de mon existence parce que j'ai refusé, en fait, parce que j'ai dit que je trouvais ça anormal, parce que j'ai décidé d'aller à la police, que j'ai décidé d'aller en justice, que j'ai décidé de pas avoir honte, en fait, de cette lutte. Voilà, le prix à payer pour tout ça, c'est que le harcèlement est continu, et que les harceleurs se sont trouvés des supporters, et que leur campagne de dénigrement prend auprès de certaines personnes. Et voilà, je crois qu'il faut, hélas, à un certain stade, l'accepter, sinon on vit plus. Maintenant, donc dans ce livre Les yeux rouges, je raconte un exemple de cyberharcèlement d'un homme sur une femme, clairement très inspiré de mon histoire, mais ça reste une fiction, puisqu'en fait j'ai aggloméré plusieurs personnes en un personnage. J'ai ramené ça sur une temporalité de 4 ans au lieu des beaucoup plus que j'étais en train de vivre. En fait, c'est terrible, hein, mais pour que le harcèlement soit crédible, j'ai dû le rendre plus léger. Parce que sinon, le lecteur serait dit, non, mais c'est pas possible. 10 ans de harcèlement, mais non, mais c'est n'importe quoi. Et puis, il y a même des journalistes qui m'ont dit, oh là là, mais des hommes, hein, vous l'avez chargé, hein, le personnage de Denis, hein. Je dirais, il est raciste, il est homophobe, il est sexiste. Ça existe pas, des types comme ça. Ah, ben, écoutez, vous avez de la chance d'en être épargnés, mais nous, ils sont dans notre vie, on les côtoie au quotidien, on les connaît mieux que leur famille proche, en fait, tellement ils sont présents. Et donc, je pense que l'émotion qui domine, c'est un sentiment d'impuissance, un sentiment de parler sans être entendu, de crier dans le désert, et ça peut faire vriller vraiment, quoi. Et donc moi je me soigne au quotidien avec différentes techniques, mais c'est clairement c'est plus que fragilisant, en fait. C'est toute la vie doit s'organiser autour de cette dimension pour rester supportable, en fait. Il y a une dimension un peu de folie aussi dans le bouquin. En fait, on comprend. Alors, la narration utilise le discours indirect libre. Ouais. Voilà. Donc, qui a pour objectif, en fait, de faire parler la victime dans les yeux des autres et par la voix de l'autre. Et justement, ce qui est très parlant, c'est à un moment, on sent que la personne devient folle, en fait. Ouais. Perd ses moyens, elle part dans une... En tout cas, elle perd son quant à soi. Je sais pas si elle devient folle, je pense que c'est ça que beaucoup de gens ont déduit de la fin, parce qu'elle pète les plombs, mais elle a juste besoin d'échapper la pression, et donc d'écrire des choses particulièrement dures et violentes, et de fantasmer des sévices qu'elle appliquerait à son harceleur, pour ne fût-ce que, c'est ça, vivre, quoi. Oui. Et alors à la fin, que je vous spoil peut-être, en fait, mais ok, on ferme ses oreilles si on n'a pas lu le livre. Le but c'était de démontrer à la fin que quoi qu'elle fasse, elle perd.
Voilà. Pas réagir, elle perd. Réagir, elle perd. Rester stoïque, elle perd. Exprimer ses émotions, elle perd. Voilà. Et que tout la société, le système judiciaire, policier, médiatique absorbe toutes les rebuts de cette histoire, toutes les scories pour les remettre dans la machine et revalider une nouvelle fois le narratif qui postule que les femmes accusent des hommes à tort, sont folles et vont en justice pour acquérir de la notoriété ou de l'argent. Oui, ce qui est triste parce que on n'en est pas, enfin, on en est encore là en fait justement. Ah bah oui, s'il y avait de l'argent à se faire, ça, voilà, on vous je vous encouragerais. Mais non, c'est pas le cas. Et alors moi, je propose aussi de lire le bouquin de votre co-réalisatrice du documentaire de Florence Hénault qui s'appelle Cyberharcelés et eux. Ouais. Justement qui donne un petit peu, alors elle explique que c'est suivant 10 pistes, voilà, 10 conseils à suivre en tout cas, et vous dites que ça donne des munitions. Oui. Déjà parce que je crois que c'est le premier livre qui explique, qui essaye de collectiviser vraiment l'expérience, de montrer par des chiffres, parce que c'est extrêmement documenté, et en fait les chiffres, pourquoi est-ce qu'on utilise à ce point les chiffres et qu'on les aime à ce point, c'est qu'ils sont très difficiles à réfuter, parce que notre expérience est tout le temps réfutée. Quand on dit on est harcelé dans la rue, les gens sont là oui allez attends excuse-moi mais t'es harcelé dans la rue, t'en fais pas un peu trop. Et puis quand on commence à faire vraiment des études de terrain, on se rend compte que ouais en fait toutes les femmes dans la rue, dans les transports en commun, etc. etc. Et donc tout à coup il y a des choses qui comme ça deviennent irréfutables. Enfin auprès des gens qui ont un peu toutes leurs frites dans le même sachet. Mais donc Florence utilise vraiment énormément de statistiques, et en fait ces statistiques pour moi c'est des armes argumentatives aussi pour toutes les discussions avec celles et ceux qui ont envie de dire oui mais attends et les femmes aussi elles harcèlent, oui mais et les hommes aussi sont harcelés, et toutes ces espèces d'automatismes de la part de gens en fait que ces sujets viennent brouiller dans leur recherche de repères de la société, et qui ont cette croyance bien légitime et bien facile à comprendre en un monde juste. Tous ceux qui essayent de dire que ce problème n'existe pas, par ces démonstrations implacables, ces chiffres, Florence propose pour moi des munitions argumentatives et aussi des munitions tout court, puisque elle propose des pistes, des numéros de téléphone, des assos et une manière de partager son expérience dans laquelle tout le monde va se retrouver, enfin toutes les personnes victimes de ce type de pratique vont se retrouver, et rien que ça, c'est déjà décharger le fardeau un peu sur le corps social et pas uniquement le porter sur ses propres épaules tout le temps. Oui, ça rejoint un petit peu le militantisme féministe qui va justement prendre la charge d'aller défendre les causes des femmes. Là, les cyberharcelés, les personnes qui sont victimes, en fait, prennent la charge de crier sur tous les toits. Parfois des toits de grandes villes où l'écho se fait lointain, mais de prendre cette charge-là. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait bien que tout le monde prenne ses responsabilités. Ça serait vraiment le monde magique des licornes, mais pour ça il faut voter pour des gens qui ont envie de refinancer la justice. Moi je crois que c'est vraiment le plus important et le plus urgent, et que c'est le plus gros problème aujourd'hui. C'est pas tellement la police, même si la police est parfois un peu à côté de la plaque, mais parce qu'elle est pas formée ou qu'elle est pas, qu'elle découvre ces problématiques. Mais c'est vraiment la justice, le fait que la justice de tous nos pays occidentaux soit à ce point encombrée, et qu'il faille des années pour ne fût-ce qu'examiner des problématiques de harcèlement qui sont systématiquement classées sans suite. 85% des plaintes pour harcèlement sont classées sans suite en France. Ça veut pas dire que les femmes qui accusent des personnes de les avoir harcelées mentent. Ça veut dire que le parquet, que la justice pense que soit c'est pas une priorité, soit que les preuves vont être difficiles à récolter, sauf que dans le cas du cyberharcèlement, les preuves elles sont très faciles à récolter vu que tout est là, tout est écrit, tout est enregistré, c'est ça. Donc c'est vraiment une manière de dire à ce jour, on s'en fout. Ce qu'on ressent aussi dans le livre et ce que j'ai pu remarquer, puisque le premier personnage que la narratrice fait parler, c'est son ami, qui lui dit en gros tu regardes pas, et puis ça ira très bien, on en a marre en fait d'entendre parler de ce Denis. Ça ne nous intéresse pas. Il n'y a pas d'intérêt en fait. Dans le livre, j'ai voulu montrer que c'était une équation à 3 membres, les situations de harcèlement, puisqu'il y a le harceleur, la harcelée et le public et la société. Donc il y a le cœur grec de la société qui intervient en contrepoint à intervalles réguliers, et donc cette fameuse Salomé, l'amie de la narratrice, qui lui dit t'as pas envie de nous bassiner avec autre chose, mais c'est vraiment automatique. On ne sait tellement pas quoi faire de ces
ces histoires, de ces affaires, qu'en fait l'entourage même très bienveillant n'a d'autre idée que de conseiller à la victime de fermer les yeux mais sa gueule aussi et sa gueule. Voilà. Mais ceci dit, c'est politiquement incorrect ce que je veux dire, mais c'est pas faux parce que là, nous, on essaie avec Florence de défoncer les portes, mais elles sont fermées, quoi. Et les portes de la justice, encore aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Le monde politique s'en fout. Il n'y a pas de priorité. Donc, effectivement, à part développer des trésors de tolérance dignes des moines Shaolin, pour arriver à vivre avec ça, il n'y a pas tellement de portes de sortie, quoi. Non, après, il faut aussi compter peut-être sur l'éducation des jeunes, et je pense que les documentaires, les films, il y a aussi Je vous salue salope, très bon film qui est sorti récemment, les petits guides type les 10 conseils de Florence, faut pas avoir la main légère là-dessus, et il faut pas Non, bah sinon on le ferait pas si on avait l'impression que c'était tout à fait inutile, mais moi, avant d'éduquer la jeunesse, je pense qu'il faut éduquer la vieillesse, quoi, parce que les pires. Ou attendre qu'ils meurent gentiment. Oui. Non, mais c'est horrible. Ils ont eu le temps de laisser en héritage leur intolérance, leur haine. Voilà. Ça c'est triste. Parce que tout mettre sur le dos des jeunes, c'est pas juste, en fait. Alors, clairement, il y a des jeunes cyberharceleurs. Moi, je suis un peu plus âgée, donc c'est plutôt des mecs plus âgés qui m'emmerdent. Mais des jeunes filles, des jeunes femmes, genre comme Mila, qui s'est pris l'affaire la plus spectaculairement grave de cyberharcèlement de ces dernières années, c'est surtout des jeunes qui l'emmerdaient. Mais pourtant, la plupart, si on suit bien la couverture médiatique des affaires de harcèlement, on voit toujours que ce sont des retraités qui se défaussent complètement, qui disent c'est pas moi, c'est mon fils, je savais pas que ça allait être publié, je me suis pas rendu compte, j'étais bourré, et voilà. Mais le nombre de procès de retraités en France pour des affaires de cyberharcèlement, c'est assez impressionnant. Ce qui est aussi étonnant, parce que j'ai fait un petit peu des recherches sur le cyberharcèlement pour définir le terme, c'est que en France, on a un texte juridique qui énonce cyberharcèlement. En Belgique, non. On parle de harcèlement moral, c'est une des formes de harcèlement moral. Il faudrait peut-être en fait que la justice commence par définir les termes. Oui, et puis il y a le cyberharcèlement et puis il y a la cyberviolence. Nous, on essaye maintenant d'essayer de pas dire cyberharcèlement systématiquement quand parfois c'est d'autres types c'est des cyberviolences. Il faudrait que quelqu'un se charge de définir, une institution internationale, l'ONU, de définir précisément ce que c'est. Mais en tout cas, le cyberharcèlement, c'est du harcèlement, ça c'est certain. Donc en Belgique, il devrait être théoriquement poursuivi comme du harcèlement moral au travail, par exemple, puisque le harcèlement moral au travail passe aussi par des moyens cyber. Le problème en Belgique, c'est que tout ce qui est écrit et public relève du droit de la presse, et donc en pratique, même si le délit est constaté, il n'est jamais poursuivi parce qu'il faudrait une cour d'assises pour juger ces affaires. Or, on va pas mobiliser une cour d'assises pour Toto 69 qui te traite de grosse pute 10 fois par jour. C'est pas, voilà. Pour faire de manière schématique. C'est hyper intéressant toutes ces choses autour du cyberharcèlement, et en tout cas notre petite part et votre petite part que vous faites avec votre livre, le documentaire, etc. Moi, j'avais aussi des questions par rapport à votre féminisme, à votre engagement. Comme je vous ai dit, j'ai été biberonnée un petit peu ces derniers jours aux interviews et à vos interviews. J'ai l'impression que au fur et à mesure des années, votre féminisme c'est de plus en plus exprimé, et une ferveur en fait est montée. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que comment il évolue avec vous? C'est une très bonne question. Je ne sais pas très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours défendu des idées féministes. Je me suis toujours dressée contre le sexisme, celui qui me touchait moi, celui que je vivais au quotidien, et celui qui touchait les femmes en général. Mais j'étais jamais présentée comme ça dans la presse, dans les interviews que je faisais. Quand je faisais des chroniques à la radio, que je sortais mes premiers bouquins, c'est toujours la brunette piquante et pétillante. Enfin voilà. Le lexique aussi est très limité pour décrire les femmes. C'est toujours ça. Et donc quand j'ai déposé plainte contre mon premier harceleur, lui il a décidé de médiatiser ça, et quelque part ça m'a forcé à endosser. En fait, en tout cas aux yeux de la presse belge, je suis devenue la harcelée de service, et
moi, je me suis dit, ok, c'est détestable comme manière de présenter les gens, mais endossons le personnage et endossons la mission. Et donc, c'est là que j'ai été obligée, si tu veux, de faire quelque chose de politique et de faire du compost, en fait. Avec tous ces déchets qui m'avaient été jetés dessus, j'ai décidé de les valoriser sous une nouvelle forme. Et cette forme, c'est un documentaire, un livre, et c'est des différentes conférences aussi, parce qu'on va beaucoup aussi avec Florence dans des classes, parfois seule, moi pour mon bouquin, parfois à deux pour notre documentaire. Enfin voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, vu que c'est comme ça qu'on a décidé à présent de me catégoriser, il y aura certainement d'ici 5 ans une autre étiquette, je ne sais pas laquelle, mais de toute façon on ne choisit pas, donc autant embrasser ce qu'on nous accole. Et donc moi j'ai décidé de l'embrasser, puisqu'en plus c'était mes valeurs, et c'était un combat que j'avais, que je portais depuis longtemps. Maintenant je suis pas une théoricienne du féminisme, j'ai pas fait des études de genre, j'ai pas de diplôme là-dedans, il y a énormément, je suis considérée comme une figure du féminisme en Belgique, mais c'est un peu un titre usurpé, parce que je suis pas la plus lettrée, la plus érudite en matière de féminisme. Par contre, je pense que je suis lettrée et érudite en matière de sexisme, puisque j'ai l'impression de beaucoup le vivre et de beaucoup pouvoir alors le renvoyer à l'expéditeur sous une forme plus analytique, quoi. Oui, c'est plus la forme analytique que j'ai pu ressentir, et en tout cas la ferveur qu'il y a derrière. Ok, j'ai vécu ce sexisme, et maintenant comment, comme vous dites, j'en fais du compost, et comment je valorise auprès des autres avec ma parole, mon travail, etc. Quel est votre premier souvenir de féminisme? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça a toujours été... ça a toujours fait partie de moi. J'ai grandi dans une famille assez traditionnelle, avec des rôles très genrés, très normés. Mais c'est ce qu'on ressent aussi dans Ariane, justement, cette fille... alors, il y a d'un côté Ariane, et puis de l'autre côté la narratrice, et on ressent que la narratrice se cherche, justement, dans ce rôle un petit peu qu'on lui impose. Elle a envie d'y participer, mais de toutes ses forces. On sent qu'elle fait tous les efforts du monde. On la sent jamais à l'aise, en fait, dans ce rôle de femme dès ses 15 ans, quoi. Non, et pourtant, c'est quand elle est validée socialement par des hommes, notamment plus âgés, qui de manière très grossière lui commentent son corps, en fait, et la sexualisent, qu'elle vit ses premiers grands bonheurs. Parce que on a beau se dire déconstruite, une validation sociale, surtout quand on vient de province, d'un milieu qui est pas très déconstruit, en fait ça fait toujours plaisir, hein, hélas. Et c'est ça que je raconte dans le bouquin, c'est comment elle fait tout, cette narratrice, pour se conformer à un corps social, et aussi à une classe sociale plus opulente, qui veut pas d'elle. Enfin voilà, alors, beaucoup de gens disent c'est une dispute entre copines, ce livre, et clairement c'est ça la trame. Mais moi, ce que j'avais envie de raconter, c'était déjà la fabrique des jeunes filles, et la manière dont la petite classe moyenne peut regarder la bourgeoisie avec une forme d'envie teintée de haine. Ça sent le vécu. Ouais, clairement. Ouais. C'est le fait peut-être de la province, mais est-ce que le Brabant wallon, justement, c'était une de mes questions. Qu'est-ce qui vous reste, en fait, dans votre identité du Brabant wallon? Mes parents y habitent toujours. Ouais. Et en fait, tous mes amis, mes meilleurs amis que je vois tout le temps, avec qui je travaille encore aujourd'hui, j'écris un film avec une amie de l'école secondaire du Brabant wallon, j'écris une série avec une autre amie. Donc en fait, c'est les gens les plus importants dans ma vie. Encore aujourd'hui, viennent de là, donc et de cette culture-là. Donc quelque part, il m'en reste énormément, et en même temps, je suis en rejet total de plein de choses. C'est vraiment un drôle d'endroit, en fait, le Brabant wallon. Je crois que c'est assez unique au monde. Et d'ailleurs, l'éditrice de mon premier bouquin, elle disait on veut plus de Brabant wallon, fais-nous plus de scènes, c'est tellement frais. On n'a tellement pas l'habitude de ça, parce que les banlieues en France, c'est pas ça a pas nos banlieues n'ont pas la même physionomie, quoi. Non. Et ici, le Brabant wallon, ça a plein de bons côtés. Je veux dire, la guerre n'ira jamais en Brabant wallon. Oui. Les séismes ne se manifesteront jamais. Il y aura jamais des choses très graves qui se produiront, mais jamais des choses très inspirantes non plus, je crois. Et pourtant, justement, dans ce Brabant wallon et cette contrée belge, un petit peu qui vit en entre-soi, clairement, qui vit carrément en entre-soi. Vous dépeignez Ariane, donc qui est adoptée dans une famille richissime, qui a sa propre piscine et son propre terrain de tennis. Et pourtant, on comprend en fait que le père est violent. Est-ce que ce serait pas aussi
des choses que vous avez pu constater plus jeune en changeant de classe, en fait, qu'il y avait des choses qui se permettaient, que les classes se permettaient. Oui, tout à fait. Et encore assez récemment, je suis allée à un événement organisé par l'aristocratie belge, puisque mon dernier livre m'a ouvert les portes d'un public que je n'avais pas avant, et comme ça parle de la Seconde Guerre mondiale, tout à coup je suis devenue très fréquentable par un certain public qui ne lisait pas mes livres avant, et je trouve ces gens alors pas tous évidemment, il y a toujours des gens en plus qu'on voit très bien en appétit et en envie d'entendre des voix alternatives, mais il y a une forme de... Enfin, je suis un peu la Vénus Hottentote, quand je vais dans ce type de milieu. On me met au milieu du salon et je dois danser, bouger mes fesses. Ils sont là, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est frais. Mais après, ils sont contents de me voir me tirer parce que je suis une sorte de grain de sable dans la machine et je ressens quelque chose de très violent. Alors, à mon égard, alors que je suis femme, blanche, valide, que je coche à peu près tous les privilèges. Complètement. Alors, je me dis, mais ça doit être terrible pour des jeunes gens racisés ou qui vivent qui sont à l'intersection de plusieurs discriminations, la violence de la classe bourgeoise aristocratique, des ultra riches en fait est inimaginable, et c'est vraiment un sujet que j'ai envie de creuser dans un prochain bouquin. Cool, cette violence là. Non mais c'est vrai qu'on le ressent. Alors c'est pas le centre du livre, mais c'est le décor en tout cas, et je trouve ça du coup assez beau la manière dont la narratrice décrit Ariane et dont elle tombe amoureuse. Oui, alors complètement. Voilà, elle est subjuguée par cette jeune fille qui n'est pas blanche, qui est adoptée, qui coche finalement pas toutes les cases, et qui est hyper rebelle par rapport à son milieu d'origine. Tout à fait. Qui refuse de s'y conformer. Dont la fin est très rebelle. Enfin, je laisserai les personnes le lire, mais on s'attend à un personnage alors qui est un peu déviant dans sa classe, mais finalement pas autant. Vous avez grandi du coup dans ce contexte-là, à côtoyer l'ultra richissime monde et puis le monde d'une classe plus moyenne. Quel était votre métier de rêve à ce moment-là, enfant? Moi je voulais être chanteuse. Ok. Oui, et d'ailleurs je crois que j'ai toujours pas abandonné totalement ce rêve. Vous avez un micro, hein. Oui, non. Non, mais je voulais être chanteuse, mais je crois que j'ai assez peu de talent, pas assez en tout cas pour. D'accord. Voilà. Il y a des natures comme ça. Malheureusement, j'adore chanter, mais pas assez, sans le talent suffisant et la ténacité pour me faire une place dans ce milieu de dingue. Puis vous dites aussi que vous étiez attiré par New York, Los Angeles, Londres. Et en fait, c'était peut-être votre destin, finalement. Maintenant, j'aime bien passer mes vacances dans la Creuse, voilà. Ça, c'est un délire de trentenaire, c'est ça? Ouais. Ah ouais, complètement, là, je casse toutes les cases de la bobonisation VV prime. Je fais du crochet dans la Creuse. Bah oui, c'est très agréable. Avec un feu de cheminée. Exactement. Tout à fait. Et un chien. Donc une chanteuse qui vivait dans son Brabant wallon. Quelle phrase avez-vous le plus entendue petite? Quelle bonne question. Eh ben, très honnêtement, j'ai beaucoup entendu. Pense à ta pension. Donc, économiser pour sa retraite. Oh waouh. Ouais. Ça, c'est un des trucs que j'ai le plus entendu. C'est hyper violent. Je sais pas si, non, c'est pas violent. C'est juste que quand t'es ado, tu te dis, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ma retraite? Déjà, évidemment. J'ai l'intention de crever vachement tôt, parce que je trouve que la vieillesse, c'est hyper nul, et j'ai pas envie de me traîner jusque-là. Et déjà, à 30 ans, je serai plus là. Le destin. Je fais partie du club des 27. Et puis déjà, je serai riche, parce que, moi, il est hors de question que je vive dans une petite maison comme ça, nulle, dans une rue nulle, une ville nulle. Donc, pension, ce sera pas pour moi. Ouais, mais... Voilà. Mais même mes parents cotisaient pour sa retraite, pas dépenser pour sa retraite, faire un travail qui permet de cotiser, d'économiser. Et alors, est-ce qu'ils ont atteint eux-mêmes l'ultimatum d'avoir une retraite? Oui. Bah oui, mon père, il a une retraite, mais ma mère, elle a pratiquement toujours été femme au foyer, donc elle a pas de retraite. Donc non. Votre père a économisé pour sa pension. Tout à fait. Mais et c'est comme ça que maintenant, puisque moi j'exerce un travail très peu rémunéré, mes parents, alors que j'ai 41 ans, me donnent régulièrement un peu d'argent de poche pour que je puisse m'en sortir. Voilà, c'est navrant, mais c'est comme ça. Finalement, LA, tout ça, on met un peu on n'est pas encore à Los Angeles. Parce que la Creuse est un choix économique. Oui, exactement. C'est le choix de la raison.
Alors ouais, vous parlez aussi de la rémunération des jeunes journalistes et vous parlez aussi du modèle économique que le journaliste n'a jamais trouvé. Est-ce que vous avez entendu parler de la déferlante, la revue Tout à féministe? fait. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce financement participatif et est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour ce... Je suis pas du tout économiste et je suis nulle en budget et en chiffres, mais alors déjà j'aime beaucoup cette revue. Je trouve que le fait que les principales actionnaires soient des autrices aussi importantes, c'est vraiment génial. Maintenant, j'ai vu passer plein d'initiatives en financement participatif relatifs à la presse et chaque année, ces journaux et magazines et MOOC font des appels à la solidarité parce que leurs finances sont plombées, parce qu'il faudrait 3000 abonnés de plus pour pouvoir boucler le budget et payer les journalistes. Donc, je n'ai pas beaucoup d'exemples de coopératives comme ça qui seraient vraiment un franc succès. Donc, je sais pas ce que j'en pense. Ouais. On aura un avis peut-être plus tard. Dans quelques années ou quelques mois. Ok. Pas pour terminer, mais j'ai encore j'innove. J'ai jamais fait ça. Mais j'avais envie de vous laisser le choix de la dernière question. Avant, on a un petit portrait européen à faire, je vous expliquerai le principe. Mais je vous laisserai le choix de la dernière question. Qui est dans une boîte à lunettes. Oui. J'ai pas de boîte. Alors, je vous laisse la choisir, la lire et puis répondre. Et si elle me plaît pas, non, je suis obligée de prendre la première au hasard. Après, alors c'est pas du tout des questions ciblées, vous allez voir, c'est très large. D'accord. Mais ça peut quand même dire quelque chose de vous. Vous aimez Noël ou pas? Je déteste. Je déteste Noël. Je sais vraiment, pour moi, la fête, la saison, l'événement le plus déprimant du monde. Oui. Et pourtant, j'ai essayé de tout faire à Noël. D'être en vacances dans un pays qui ne fête pas Noël, ou de le fêter, de décorer ma maison, de pas la décorer, de prendre un sapin, pas prendre un sapin, faire semblant que Noël n'existe pas, ou en faire des caisses, s'offrir des cadeaux ou pas. Je déteste toujours. Ça ne me convient, je sais pas, je trouve ça terriblement triste en fait. Mais peut-être que si un jour, mais il serait temps que je le décide, j'ai des enfants, ça peut changer. Mais non, c'est une saison de froid, de repli sur soi, qui m'attriste énormément en fait. Je déteste ça. La cérémonie autour de Noël et peut-être le sang. Et évidemment la connotation religieuse. Non, il y a rien qui va quoi. Peut-être les lumières, certaines lumières, les bougies, enfin la manière dont on éclaire les maisons et bâtiments Noël, ça peut encore trouver grâce à mes yeux, mais vraiment c'est pas beaucoup. C'est triste. Le vin chaud éventuellement. Ah non, c'est dégueulasse. Non, et les marchés de Noël, je horrible. déteste. C'est un cauchemar. Allez, du coup Noël, c'est non. C'est non, grand non. Bon merci beaucoup. Je vous explique le dernier principe du podcast. Je fais toujours un petit portrait européen avec mes invités. Donc, je vais vous demander si vous étiez une capitale, où vous seriez, etc., etc. Donc, j'ai 5 questions ou 4. Le but, c'est de répondre par un mot, ou si vous voulez développer un peu, on peut y aller. Mais... Ok, d'accord. Alors, si vous étiez une capitale européenne, laquelle seriez-vous, Myriam Leroy? Ah, j'aimerais bien être Barcelone. Ce n'est pas la capitale. Non, quelque part. On m'a déjà dit 3 fois, vous êtes la 3e personne. C'est vrai? Alors je reprends, puisque Barcelone n'est pas une capitale. Alors ça me ressemble assez peu, mais c'est parce que je l'aime et que c'est un endroit dans lequel je me sens bien. J'aime bien Stockholm. Okay. Et parce que c'est une ville d'eau. Et je trouve et puis je suis Verseau, c'est un signe aquatique, j'adore l'eau. Et non, j'aime beaucoup Stockholm. J'aime beaucoup Stockholm, pourtant il fait froid et tout, et c'est une ville de Noël. C'est vrai. mais ça marche très bien sur moi. Il y a tout ce que j'aime à Stockholm en fait, les musées d'art contemporain, du design, de la bouffe que j'adore. La musique, c'est quand même une nation de musiciens, donc ça me plaît bien. Ok. Si vous étiez une spécialité culinaire? Un hareng fumé, ouais. On part dans le Nord. Ok. Ouais, parce que je pense que c'est assez clivant, mais moi j'en mangerais au petit-déj 3 fois par jour, quoi. C'est étonnant, original. Ouais. Si vous étiez une boisson? Celle-là, elle est difficile parce qu'on pense pas à tout, mais... un bon vin nature de Loire, ça me... Blanc, rouge? Orange.
Rouge ou orange, enfin Okay. en tout cas un truc vraiment nature avec même quasi à manger dedans, Ouais. qui est bien en refermentation. Ouais, ça. Et enfin, si vous étiez un lieu touristique. Un lieu touristique. Bah alors moi j'ai tendance un peu à les fuir les lieux touristiques. Ceux que j'aime bien, enfin il y en a quelques-uns que j'aime bien, par exemple la Grand Place à Bruxelles, mais est-ce que la Grand Place à Bruxelles me représente? Je ne pense pas. Peut-être qu'il faudrait aller du côté de Gand, en Flandre, qui est un peu Bruges, mais sans le côté muséal, avec un côté un peu snob, hein, que je peux avoir parfois, un peu poseur, mais assez Dolce Vita aussi. Okay. Les Gantois aiment bien les bonnes choses et profiter de la vie, et moi aussi. Ça me donne envie d'y aller en tout cas. Ouais. Et ben merci beaucoup Myriam Leroy. Bah merci infiniment. On va partir à la projection. Eh oui, il est temps. Vous avez aimé cet épisode avec Myriam Leroy, alors n'hésitez pas à commenter quand c'est possible sur votre application d'écoute ou alors de mettre une note. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, car dans le cadre de cet épisode, je vous propose un jeu concours pour remporter un livre dédicacé de Myriam. Je vous retrouve très vite dans 2 semaines pour la diffusion d'un nouvel épisode qui parlera de musique, de création au féminin et de musique électronique avec une artiste galloise. En attendant, je vous dis à très vite. Bisous bisous.